Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Vous le savez, sur ce plateau, toutes les semaines, on fait le point sur une thématique du secteur spatial avec nos invités en plateau. Et puis, tous les mois, désormais, on va faire le point sur l'actualité et en général de ce secteur. Avec nous, pour en parler, Mathieu Luineau, consultant senior en stratégie chez PwC Space Practice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et puis, avec nous également, pour la première fois et à distance, Marie-Ange Sanguy, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors on a beaucoup de choses à commenter ensemble aujourd'hui. L'actualité la plus chaude, c'est l'accord franco-italien conclu vendredi dernier. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et son homologue italien ont conclu un accord bilatéral pour favoriser le développement de lanceurs européens. Mathieu, est-ce que ça veut dire que le site de Vernon va bénéficier de cet accord ? Alors normalement, effectivement, dans l'accord qui a été signé, le site de Vernon va notamment produire les turbopompes donc pour les différents lanceurs européens. Donc c'est un peu un gage qui est une contrepartie finalement au déplacement. C'est une compensation, voilà, en fait, au déplacement en Allemagne. Déplacement, voilà, exactement. Ouais, du site en Allemagne. Marie-Ange, qu'est-ce que ça représente cet accord franco-italien pour l'industrie précisément ? Ouais, c'est-à-dire que c'est un petit peu le même que celui qui a été signé avec Berlin. On essaie de privilégier le lanceur européen. C'est-à-dire que pour tout lancement, aujourd'hui, on fait encore appel à beaucoup de lanceurs extérieurs. Et là, on dit il faut absolument, pour tous nos satellites, nos sondes, etc., privilégier l'Europe. Et donc, cet accord avec l'Italie, quelque part, met sur le papier ce que l'on demande. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un accord déjà avec l'Allemagne il y a quelques mois. Aujourd'hui, un accord avec l'Italie. À chaque fois, ce sont des accords bilatéraux. On pourrait se demander pourquoi on ne fait pas un accord global, finalement, entre ces trois pays. Mais est-ce que ça veut dire que la France essaie de trouver une position comme ça de médiateur du secteur spatial en Europe ? Moi, je pense qu'avec ce type d'accords bilatéraux, la France essaie de continuer à s'affirmer comme le leader européen dans le spatial, multipliant les accords bilatéraux comme on l'a dit, et notamment dans un contexte où l'Allemagne, pendant un temps, a fait cavalier seul, ce qui a pu effrayer un petit peu les autres acteurs européens dans le domaine. C'est une véritable prise d'initiative quand même de la part de la France. C'est assez encourageant peut-être pour le secteur, tout l'écosystème qui est derrière et qui voit pousser ce genre d'initiative. Oui, je pense que c'est un signe assez positif et encourageant pour l'industrie qui fait écho notamment aux initiatives France 2030. On poursuit avec notre prochaine actualité. On en a beaucoup à traiter aujourd'hui et on va parler bien du report du lancement du télescope James Webb, le plus grand télescope jamais réalisé à destination de l'espace, ne décollera pas le 18 décembre prochain comme initialement prévu, mais au plus tôt le 22 décembre prochain. Pourquoi, Marie-Ange, un tel report ? Alors tout simplement, lors de l'installation et de la préparation finale, il y a eu un petit clamp, une petite attache qui s'est défaite inopinément. Voilà, il y a eu un petit bug, on va dire, et ça a fait vibrer le télescope. Et vous comprenez bien qu'un tel bébé, qui est quand même à 10 milliards de dollars, qui est un très gros engin, on ne pourra pas aller le réparer quand il sera envoyé, on ne peut rien faire. C'est pas comme Hubble où on a pu aller faire des missions de réparation. Là, on ne pourra rien faire. Donc, avant de le lancer, on l'a revérifié. Il a un peu vibré. On revérifie que tout est bon. A priori, la NASA a fait passer un communiqué comme quoi on était plutôt quasi sur le 22. On est au plus tôt, mais on est bien parti pour le 22. Mathieu, qui est responsable de... Qu'est-ce qui s'est passé, cette erreur-là ? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter ? Est-ce qu'on met en cause quelqu'un plutôt que, par exemple, Arianespace ? Bon, alors c'est Arianespace qui était en charge de l'intégration finale. Maintenant, il y a une enquête qui a été diligentée pour voir un peu qui est responsable. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus accabler Arianespace là-dessus. Bon, ce sont des opérations qui sont extrêmement complexes. Donc, l'enquête... Il n'y a pas de risque que ça nuise à la crédibilité d'Arianespace ? C'est toujours une tâche, effectivement, sur la crédibilité d'Arianespace. Maintenant, James Webb, c'est toute une saga de déconvenus et de reports. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut pas trop accabler l'acteur européen là-dessus. Vous êtes d'accord, Marie-Ange, sur cette approche ?
Oui, tout à fait. Ariane Espace est un très grand professionnel. On peut avoir, voilà, les petites choses. N'oublions pas que ce télescope a quand même un très grand report. Hein, c'est pas nouveau. Ça fait 15 ans qu'on a la saga du James Webb Space Telescope. On arrive quand même au bout. Là, on est à quelques semaines du décollage. Ça n'est pas 4 jours qui vont changer grand-chose. Alors, autre sujet, la mission DART, c'est celle que l'on compare à Armageddon, tant le scénario semble romanesque, hein, c'est assez impressionnant. Il s'agit d'une mission de la NASA qui a pour objet de dévier un astéroïde de la trajectoire de la Terre, sauf qu'en réalité, cet astéroïde, il n'est pas du tout en chemin vers nous, n'est-ce pas, Mathieu ? Non, alors c'est vraiment un moyen pour nous de tester notre compréhension des moyens de détourner des astéroïdes à l'avenir. L'objectif, c'est d'envoyer donc DART sur Dimorphos, qui est un astéroïde qui est en fait une sorte de lune autour d'un autre astéroïde, Didymos. L'envoyer, un satellite qui fait une masse de 500 kg, et l'envoyer à la vitesse de 22 000 km/h pour essayer justement, comme ça a été dit, d'en dévier quelque peu la trajectoire et notamment le temps de révolution, donc le temps que Dimorphos met pour faire le tour de Didymos et ensuite pouvoir affiner nos modèles de simulation numérique sur d'autres types d'astéroïdes à l'avenir. Donc il y a un vrai intérêt scientifique là-dessus et on va en étudier les données sur les prochaines années puisqu'il y a une prochaine mission de l'ESA qui sera envoyée, la mission HERA, qui sera là pour vraiment récolter encore plus de données sur quel a été l'impact effectif de cette mission DART. Donc on envoie une première mission pour dévier et la mission HERA va aller observer cette déviation, c'est ça ? C'est ça. Alors en réalité, on envoie aussi avec DART, il y a un petit CubeSat italien, l'ICIA-Cube, qui va se détacher une dizaine de jours avant l'impact pour faire des premières observations, pour avoir des retours de données très rapides. Et cette deuxième mission HERA viendra dans quelques années. Je crois que le départ est prévu pour 2023 pour avoir des données beaucoup plus exhaustives et fiables. Marie-Ange, c'est quand même une méthode pas commune d'utiliser une navette bélier, si j'ose dire, pour une mission suicide en direction d'un astéroïde. Toutes les missions qui ont été proposées étaient elles aussi pas communes. Enfin, il n'y a pas d'autre façon plus simple de dévier un astéroïde, quoi. Pour l'instant, vous savez, le scénario à l'Armageddon, je ne pense pas qu'on puisse tester ce genre de choses. Ça n'est pas, c'est du film. Voilà, c'est du film. Là, on essaye une solution qui peut être la bonne parce que si vous allez chercher un astéroïde et là, en l'occurrence, la lune de l'astéroïde qu'on va à peine déplacer en fait sur son orbite, hein, on va faire un petit test. Quand on va le chercher loin, des fois de le faire bouger d'à peine un demi-degré ou 1 degré à une certaine distance fait qu'il va s'éloigner de la Terre automatiquement. C'est-à-dire c'est un peu comme un cône. À partir du moment où on va le déplacer un tout petit peu au départ, il va passer à côté. Et c'est ça qu'on est en train de chercher avec DART, c'est apprendre. C'est vraiment une mission d'apprentissage, de connaissance. Et si tout fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on aura les retours après avec HERA aussi, de cette mission de suicide, si tout a bien fonctionné, on va affiner la chose et continuer de notre travail pour nous protéger des astéroïdes tueurs. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que dans les prochaines années, on a un risque de collision ? Parce qu'il y a une liste rouge donnée par plusieurs agences, l'agence américaine, l'agence européenne a sa propre liste, et on ne voit pas d'astéroïdes menaçant la Terre arriver dans les prochaines années. Alors, a priori, pas de risque dans le siècle. Ok. Donc ensuite, ça nous permet encore une fois de nous préparer à l'avenir. Voilà, un siècle, c'est court à l'échelle humaine, donc il faut se préparer à l'avenir et encore une fois, affiner nos modèles pour mieux comprendre comment réagir le temps venu et préparer d'autres missions éventuellement. Alors on enchaîne avec le missile anti-satellite envoyé par la Russie pour détruire son propre satellite, le satellite Cosmos. Irresponsable, c'est le mot utilisé par Philippe Baptiste, le président du CNES, qui était en plateau, sur le plateau de Smart Space la semaine dernière. Mais aussi par Florence Parly, le jour de l'incident. Alors on a appelé Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, pour avoir une réaction sur l'envoi de ces satellites, de ces missiles anti-satellites. Écoutez.
La réaction du ministère des Armées et de la France, c'est une condamnation extrêmement ferme de ce tir mené par les Russes contre un de leurs satellites. C'est une manœuvre irresponsable, une manœuvre dangereuse. Le tir contre ce satellite génère des débris, beaucoup de débris, des centaines de débris, et cette multitude de débris peut obérer la capacité des satellites à bien fonctionner. C'est donc une condamnation extrêmement ferme de cette attitude russe et de ce tir anti-satellite totalement irresponsable, dangereux. La France n'a pas été prévenue par les Russes de cet essai, néanmoins ce n'était pas une surprise pour nous, puisque nous savions que les Russes avaient déjà procédé à plusieurs tentatives pour essayer de détruire un de leurs satellites. Ce que nous constatons au ministère des Armées, c'est que cette attitude russe, elle va à l'encontre d'une résolution des Nations Unies qui date de décembre 2020, qui prohibe la fabrication de débris dans l'espace. C'est une résolution qui avait été votée par 150 pays. Évidemment, la Russie n'en n'était pas signataire, mais clairement, en faisant cela, la Russie se met en marge de toutes les bonnes pratiques, de toutes les bonnes conduites que la communauté internationale veut faire prévaloir dans l'espace. Est-ce qu'on a, nous aussi, un missile anti-satellite ? La France est résolument engagée contre la fabrication de débris dans l'espace, et donc non, la France ne dispose pas de moyens pour désagréger des satellites. Nous travaillons, il est vrai, sur des lasers de puissance, mais qui sont là pour éblouir les satellites, pour les gêner dans leur fonctionnement, au cas où un satellite ennemi viendrait s'approcher d'un peu trop près de nos satellites. Ça n'est en rien comparable des missiles cinétiques dont nous parlons aujourd'hui avec la Russie et il y a quelques années avec d'autres pays, par exemple la Chine en 2016. Mathieu Luneau. Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie démonstration de force de la Russie. Elle démontre qu'elle a, comme ça a été dit, la Chine, l'Inde ou les États-Unis, la capacité comme ça de détruire des satellites en orbite. C'est une vraie prouesse technologique, puisqu'il faut prendre en compte la vitesse des satellites, leur altitude, dans un contexte aussi où le programme spatial russe est un peu en perte de vitesse. Donc c'est aussi une réaffirmation par le militaire de la puissance spatiale russe et évidemment un grand danger, comme ça a été dit, pour la génération de débris, la pollution des orbites et notamment l'orbite basse. Marie-Ange, est-ce qu'on a pu finalement mesurer le danger qu'a représenté ce tir pour la Station spatiale internationale qui a été obligée de manœuvrer, il y a eu des mesures d'urgence à l'intérieur de la station. Alors, on a manœuvré, on a surtout demandé aux astronautes et cosmonautes de se mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'on a fermé un certain nombre de cloisons, un peu comme dans un sous-marin, on a fait un peu de la fermeture de cloisons étanches. Ils ont dormi pendant quelques heures, ils se sont mis à certains endroits éloignés au cas où. Mais le danger n'était pas très présent. C'est-à-dire qu'on était dans une distance à peu près à 100 km de la station. Alors, ça peut paraître loin et proche à la fois. C'est-à-dire que 100 km, c'est pas très loin, mais d'un autre côté, ça n'était pas sur la station. Il ne risquait pas directement quelque chose. En revanche, il est vrai que tous ces débris qui maintenant se baladent peuvent être préjudiciables pour d'autres satellites. Il y a aussi la station spatiale chinoise. Donc, ça n'est jamais bon. Mais, comme on l'a dit, c'est une démonstration de force. C'est de la géopolitique. On a vu la une de Libération, c'est un concours de force entre qui aura le meilleur satellite, raconté peut-être un peu mieux par le titre de Libération, mais c'est vraiment ça en fait, c'est montrer qu'on est capable de le faire, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit ? Je veux dire, la Chine, les États-Unis l'ont fait avant eux, l'Inde aussi. Pourquoi aujourd'hui on décrit cette manœuvre ? Elle est décriée parce qu'elle est dangereuse pour toute la communauté internationale, pour toute opération. Aujourd'hui en orbite, elle est dangereuse à la fois donc pour le vol spatial habité, et puis il y a ce risque d'effet de syndrome Kessler, qui est la multiplication des accidents et qui viendrait polluer l'orbite. Donc c'est pour ça que c'est décrié. Ça pose vraiment un problème pour l'ensemble des capacités spatiales en orbite aujourd'hui, dans un contexte où, si vous voulez, il y a une sorte de flou juridique, parce que cette opération-là, elle n'est pas vraiment interdite dans les traités internationaux, puisque le missile est parti du sol, donc on ne parle pas à proprement parler de militarisation de l'espace, mais pour autant on voit bien les difficultés que ça pose. On a parlé tout à l'heure de la résolution de 2020, et puis il y avait des recommandations, des directives qui avaient été formulées dès 2010 par le Bureau des Nations Unies qui s'occupe de ces sujets-là.
Alors on va parler New Space si vous voulez bien. On quitte la géopolitique, on parle New Space avec une actualité française d'abord, celle de la société Anywaves qui a obtenu un gros contrat avec l'acteur OHB. Je vous propose d'écouter rapidement Nicolas Capet, fondateur et dirigeant de la start-up principale concernée donc par cette actualité. Pour une start-up comme Anywaves, on va bientôt avoir nos 5 ans. C'est un succès absolument majeur, puisque là, on rentre chez un grand prime du spatial, un prime traditionnel. Donc, c'est une démonstration qu'on a réussi à les convaincre. Donc, on a atteint une certaine maturité désormais. Une maturité, évidemment, en termes d'innovation, mais également une maturité en termes d'industrialisation, puisque maintenant, c'est le vrai enjeu pour nous qui avons innové, de devenir des industriels fournissant, équipant les constellations européennes. Mathieu, un contrat comme celui-là pour une start-up européenne, est-ce que c'est le signe que l'écosystème français a atteint suffisamment de maturité pour imposer sa crédibilité auprès de tels acteurs européens ? Oui, moi j'en suis convaincu, surtout que c'est pas la première réussite dans l'année pour Anywaves. Ils avaient déjà remporté des contrats avec Airbus et Thales indirectement via Omnispace. Donc c'est une vraie réussite pour le spatial français et puis pour Anywaves évidemment. Donc c'est effectivement, ça renforce notre crédibilité, c'est une très bonne chose. Marie-Ange, il y a de plus en plus de start-up comme ça qui éclosent et qui vont travailler avec ces grands acteurs, ces acteurs historiques du secteur spatial. Qu'est-ce que ça dit du monde spatial de demain ? Je trouve que c'est très bien parce que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de très gros fournisseurs. Attention, je ne dis pas que ces gros fournisseurs ne sont pas bien, que ce soit Thales Alenia Space ou Airbus Space. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils se tournent vers des petits sous-traitants comme Anywaves qui ont des compétences et que l'on se tourne vers nos compétences européennes et françaises. C'est une très très bonne chose parce que si on peut éviter que toutes nos compétences et notre savoir-faire se sauvent à l'étranger, c'est quand même très bien parce qu'on en perd beaucoup, on en a perdu beaucoup pendant des années. Et aujourd'hui, l'Europe et particulièrement la France s'intéressent au New Space. Il y a pas mal de startups qui sont sur le New Space, qui se développent et qui commencent à avoir de gros contrats. Et ça, c'est très très important pour notre savoir-faire français. Alors, autre actualité sur le New Space en un mot, Jeff Bezos a perdu le procès qui l'opposait à la NASA et indirectement finalement à son rival Elon Musk. Il accusait la NASA de favoritisme au sujet de la lunisseur qui a été choisi, celui de SpaceX et non celui de Blue Origin. Est-ce que ça veut dire que la place de Blue Origin dans le programme Artemis, c'est fini ? Il n'aura jamais sa place dans le programme ? Alors non, je ne pense pas, tout simplement parce que ce premier contrat, c'est un contrat qui concerne en fait 2 vols pour SpaceX et son adaptation du Starship. Un premier vol qui sera à blanc, habité, un vol d'essai, puis un vol habité. Et ensuite, la NASA a déjà annoncé qu'elle allait remettre un certain nombre de contrats dans le marché public pour les vols suivants. Et donc, à ce moment-là, Blue Origin pourra essayer de se qualifier, même si évidemment, ça donne un certain avantage à SpaceX en l'occurrence. On termine avec le retour de Thomas Pesquet qui est rentré sur Terre le 9 novembre dernier. Un voyage éprouvant. Écoutez Laura-André Boyer, instructrice d'astronautes et notamment de Thomas Pesquet. Le corps humain, le corps, tout comme le corps d'un astronaute, quand il rentre sur Terre, il se retrouve confronté à la gravité terrestre, donc il doit se réadapter à la gravité terrestre. Donc le corps se réadapte, mais le corps est constitué de plusieurs systèmes qui vont pas se réadapter à la même vitesse ou de la même façon. On essaye d'anticiper et d'aider les astronautes pour se réadapter plus vite. Donc pour le système musculaire, par exemple, on leur fait faire beaucoup de sport à bord de la Station spatiale internationale, un minimum de 2h30 par jour, ce qui permet à nos astronautes de revenir et de tenir debout, comme on a vu Thomas apparaître debout et mobile, et apparemment en bonne forme. Par contre, il y a certains systèmes sur lesquels on ne peut pas trop anticiper, comme le système osseux ou le système cardiovasculaire, qui, eux, vont devoir se réadapter de façon quasi autonome et qui vont prendre un petit peu plus de temps.
Et enfin, le système vestibulaire, l'oreille interne, qui va causer parfois des symptômes comme ceux du mal des transports ou certaines nausées. C'est très difficile de l'entraîner. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de poker, mais en tout cas, c'est le système qui a une réadaptation la plus aléatoire. Par contre, c'est une réadaptation rapide. Et l'avantage de Thomas, c'est qu'il a eu l'expérience d'une mission, donc aussi l'expérience d'un retour sur Terre. Et il sait quoi faire et surtout, il sait ne pas quoi faire. Donc, ça aide beaucoup à son retour. Marie-Ange, retour de Thomas Pesquet, mais c'est pas la fin de la mission pour lui. Ah non, c'est pas la fin de la mission Alpha. Il en a encore pour, on va dire peut-être une 8aine de jours, parce que ça fait déjà 15 jours qu'il est rentré, où il est cobaye, c'est-à-dire que quand les astronautes rentrent, d'ailleurs on a pu le voir, il a été tout de suite récupéré à sa descente quasiment et ramené en Europe, parce qu'on veut comparer, voir ce qui s'est fait sur son corps le plus vite possible, avoir nos propres données européennes, nos données médicales. Et donc, pendant 3 semaines à peu près, on continue les expériences sur lui, les prélèvements, comme on a fait avant son départ, comme il en a fait en haut, les prises de sang, on lui fait faire du sport pour toute la réadaptation. Et ensuite seulement, il aura quelques jours de congé. Et ensuite, il reprendra aussi des débriefings, etc. Donc, c'est pas tout à fait terminé. Merci beaucoup Marie-Ange Sangui, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Merci à vous Mathieu Luineau, consultant senior en stratégie chez PwC Space Practice. C'est la fin de cette séquence Smart Space, c'est la fin de Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart.